Alors, donc, tac. Comme je vous le disais, donc ce webinaire de présentation, donc il est fait dans le cadre, hop, de la convention CNSA. Alors pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas ou peut-être voilà, qui ont pas tous les éléments, l'UNCAS travaille depuis 2009 avec la CNSA. Et donc le précédent programme s'est terminé, on va dire, en juin 2024. Et donc on a reconduit notre partenariat avec la CNSA pour une nouvelle convention qui a été signée en novembre dernier et qui va durer 3 ans jusqu'à fin 2026. Et donc l'objectif général de cette convention, donc 2024-2026, c'est de soutenir la transformation et l'adaptation des services à domicile public. Et donc, pour ce faire, on a un programme d'action qui est déployé en 4 grands axes, donc que vous voyez affichés à l'écran juste ici. Je ne vais pas tous vous les détailler. On a le premier axe qui est accompagnement à la transformation des SAD en services autonomie à domicile, avec 2 actions qui sont listées juste en dessous. Le deuxième axe qui concerne tout ce qui est démarche qualité. Le troisième, professionnalisation du secteur. Donc ça, c'est plutôt l'axe relatif au management. Et enfin, attractivité du secteur de l'aide à domicile. Et donc, ce webinaire, il est fait voilà, dans le cadre de ce 4e axe, qui est l'accompagnement par l'UD du Gers à la mise en œuvre du passeport formation. Vous voyez affiché en bleu. En fait, en bleu, ce sont les actions qui sont encore ouvertes aux inscriptions parce que, comme vous le savez, ces différentes actions seront déployées au sein de notre réseau et seront portées par les UD candidates. Et donc, les 3 actions que vous voyez en bleu, ce sont des actions où vous pouvez encore candidater si jamais ça vous intéresse. Pas de panique si vous rentrez dans le programme maintenant, vous n'êtes pas en retard. Les accompagnements terrain vont démarrer ou n'ont pas encore démarré, donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez, sans aucun souci participer à l'une de ces 3 actions que vous voyez affichées en bleu à l'écran. Et juste pour terminer avec cette présentation générale de contexte, parmi les 3 actions qui sont encore ouvertes aux inscriptions, on a donc rapidement l'action 1.1 qui est aide et soutien à l'adaptation des organisations de travail, qui est une action qui a pour objectif d'accompagner les gestionnaires de SAAD vers une transformation vers de SAAD, en fait, vers des SAD. Et donc, l'idée, c'est d'offrir à vos adhérents un accompagnement stratégique, technique et assez concret, en fait, et opérationnel pour faciliter la conduite du changement. Et donc, on a une deuxième action qui est encore ouverte aux inscriptions, qui est appui aux opérations de mutualisation, regroupement et création. Pareil, l'objectif, c'est de sensibiliser, informer, accompagner techniquement et opérationnellement les gestionnaires de SAD dans leur démarche de mutualisation et de regroupement. Et donc enfin, on a une 3e action qui vous sera présentée par Moulay El Khalifa, ici présent, chargé de mission de l'UDCCS du Gers, qui est le déploiement du passeport formation. Hop, je te laisse la parole, Moulay. Merci Claire, bonjour à tous. Alors je suis Moulay Khalifa, je suis directeur de l'Union départementale du Gers. Avant de vous faire la présentation du passeport formation, permettez-moi tout d'abord de vous dire un petit mot sur notre UD. Notre UD qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine, qui compte 22 adhérents et qui couvre à peu près 80% de la population de notre département. Alors, depuis sa création, l'UD du Gers s'est toujours impliqué dans l'élaboration des politiques sociales locales, en collaboration avec plusieurs opérateurs institutionnels dans notre département, à commencer par le conseil départemental, où nous siégeons à la fois au CDCA et à la conférence de financeurs. Nous faisons partie aussi du conseil d'administration de la MDPH. Nous sommes parmi les membres fondateurs de Gers Solidaire. C'est une plateforme de lutte contre la précarité alimentaire et la pauvreté dans le département. Et nous avons des conventions avec la CAF. Nous pilotons la convention territoriale globale de solidarité dans notre département. Et enfin, nous avons une convention avec France Travail, une convention d'immersion pour les gens qui sont au chômage et qui s'intéressent au métier d'aide à domicile.
Nous avons créé également en 2014 un réseau public d'aide au domicile qui regroupe 13 services aujourd'hui. Ça représente à peu près 90% de l'activité d'aide à domicile publique sur notre département, avec l'objectif d'une part de mutualiser les moyens et d'harmoniser notre façon de travailler. Donc on a commencé sur 3 axes. Le premier axe, c'était la modernisation de nos outils de gestion en s'équipant d'un logiciel métier commun à l'ensemble des services, avec la mise en place également de la télégestion mobile et un système de télétransmission service département. Le deuxième axe, c'était le bien-être au travail des agents sociaux à travers l'organisation de séances de régulation et d'analyse de pratique. Et le troisième axe, c'est celui qui va nous ramener au passeport formation, c'est la formation professionnelle des agents d'aide à domicile qui nous rejoint, qui n'ont pas d'expérience dans ce domaine d'activité. Voilà. Donc le passeport formation, Claire, si tu peux défiler. Alors le passeport formation, le point de départ, c'est un contexte, mais c'est un contexte qui va certainement vous parler, qui est spécifique à ce métier d'aide à domicile où on s'est retrouvé en 2014-2015 dans des grandes difficultés de recrutement, des problèmes de fidélisation et aussi un manque d'expérience ou de motivation des nouvelles recrues. Donc, on a décidé en collaboration avec le CNFPT de mettre en place un programme de formation spécifique pour accompagner les agents, les nouveaux agents dans la prise de leurs fonctions. Notre objectif était d'abord de destiner à renforcer leurs compétences et leur comportement professionnel, de les réconforter dans leur choix professionnel et les fidéliser, mais aussi d'homogénéiser et d'améliorer les prises en charge des usagers du service. Donc ce programme, le contenu pédagogique de ce programme, il se décline en 3 blocs pour une durée totale de 2 jours de formation. Le premier module, il y a mission professionnelle de l'aide à domicile. Son objectif global est de définir et d'analyser le cadre et les limites d'intervention de l'aide à domicile afin de mieux appréhender son positionnement professionnel. Il se décompose en 3 jours de formation. Jour 1, comprendre le cadre de l'intervention à domicile. Jour 2, comprendre les missions de l'aide à domicile et leurs limites, savoir individualiser son intervention dans le respect du bénéficiaire et de son entourage. Et enfin, le jour 3, intégrer une démarche bienveillante, protectrice, appréhender la responsabilité juridique de l'aide à domicile et savoir observer et transmettre les informations. Deuxième bloc, il est en lien avec la connaissance de la personne aidée, avec comme objectif global appréhender la personne âgée dépendante dans sa globalité et sa spécificité en maîtrisant les diverses étapes du vieillissement et leurs conséquences. Ce module est décomposé en 4 journées. Alors, jour 4, connaître les spécificités de la personne âgée, les besoins fondamentaux et impacts du vieillissement. Ensuite, entrer en relation avec la personne aidée en maîtrisant les bases de la communication. Jour 6, accompagner la personne en souffrance. Et enfin, jour 7, accompagner dans la séparation et la fin de vie. Et le dernier module, qui est lié à la prévention des risques professionnels et qui a comme objectif global de maîtriser les techniques fondamentales du métier en favorisant la sécurisation de son intervention et la prévention des risques liés à l'activité. Elle est décomposée en 5 journées, avec jour 8, participer à la prévention des risques chez la personne aidée en intégrant les principes de base de l'hygiène dans sa pratique professionnelle. Ensuite, préserver son intégrité physique et assurer le confort et la sécurité de la personne dans ses activités motrices. Et enfin, gérer les situations d'urgence au domicile. Donc, en termes d'organisation, comme je l'ai précisé, c'est un partenariat entre le CNFPT et l'UTCAS du GERS. Nous avons choisi pour l'exercice 2025-2026 d'accompagner 2 promotions. On se répartissant les tâches. Le CNFPT s'occupe de tout ce qui est gestion des inscriptions, les convocations et le remboursement des frais kilométriques des stagiaires. Et moi, au niveau de l'UD, je m'occupe de tout ce qui est suivi de formation, notamment conventionnement avec les formateurs et la prise en charge de tout ce qui est coûts pédagogiques, logistique et restauration des stagiaires. Concernant le profil de stagiaire, donc on essaie de tabler compte tenu du coût journalier des formations, on privilégie des promotions entre 12 et 15 stagiaires
avec un profil spécifique. Ça veut dire tout d'abord un agent qui est en prise de poste au maximum dans les 12 derniers mois, qu'il soit titulaire, stagiaire ou contractuel. La seule chose qu'on exige, c'est que les contractuels, ils ont un contrat à minima de 6 mois. Comme chaque session de formation, elle dure 6 mois. C'est un programme qui est destiné à des agents qui ne sont pas ou peu qualifiés dans leur domaine de service, dans le domaine de service à la personne, et ou des agents que l'activité souhaite accompagner dans la prise de poste, qui présentent un potentiel intéressant pour ce métier, une envie de s'investir et de rester avec la perspective de faire une VAE ou peut-être être stagiairisé à terme. Donc, c'est un dispositif qui concerne à la fois les stagiaires qui participent à ces formations, mais aussi les responsables de service, qui doivent avoir aussi cette capacité de cibler les bons profils et d'accompagner justement ces stagiaires pendant tout leur parcours de formation. Donc, pour le calendrier, en tout cas pour nous cette année, la première promotion, ça va être entre avril et octobre 2025 et la deuxième entre novembre 2025 et avril 2026. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est la préinscription des agents sur la promotion 1 et se placer aussi des agents de l'effectif 2 pour la promotion qui démarra en novembre. La deuxième étape, c'est la sélection que je fais moi au niveau de l'UD et le CNFPT par rapport au profil qu'on a reçu. L'étape 3, c'est l'inscription des agents retenus par l'employeur directement sur la plateforme du CNFPT. Et enfin, la convocation des agents par le CNFPT 15 jours avant le début de la formation. Donc, en termes de rythme de programmation, alors ce sont des journées dissociées, surtout sur les 2 premiers blocs. On essaie d'éviter aussi des périodes comme les vacances scolaires et les périodes estivales ou des jours à privilégier, typiquement le mercredi où c'est un jour où les stagiaires ne sont pas enclins à aller en formation. Ensuite, on envoie des documents au service. Ces documents, tout d'abord, c'est un engagement de l'employeur de communiquer en amont de la formation à l'agent positionné le contenu et les modalités du dispositif, pourquoi il s'est positionné par son employeur, les engagements réciproques, l'assiduité de présence, le retour aussi d'expérience et d'acquis de formation à son responsable, et la participation au questionnaire d'évaluation. L'employeur s'engage aussi à libérer l'agent sur les journées programmées, sur l'ensemble des dispositifs, parce qu'on ne fait pas de format à la carte et on ne permet pas un rattrapage possible en cas d'absence. L'employeur s'engage également à faire un point, un minima intermédiaire avec l'agent sur le déroulement de la formation et nous informer le CNFPT le cas échéant s'il y a des problématiques spécifiques. L'employeur s'engage également à réaliser une évaluation individuelle qualitative de fin de formation avec l'agent sur les compétences acquises, sur sa vision du métier et sur son positionnement professionnel post-formation. Enfin, l'employeur s'engage à faire remonter ces éléments qualitatifs au CNFPT et à l'UD. Ce sont des éléments qui vont compléter l'enquête de satisfaction individuelle qui sera transmise aux agents. Voilà. Et puis le deuxième document, c'est le document c'est un formulaire de préinscription où on a les informations sur le stagiaire et éventuellement son statut, s'il est contractuel, stagiaire ou titulaire, et s'il est contractuel, préciser la période du contrat. Voilà ce que je peux vous dire sur la mise en place de ce passeport. Alors, la présentation a un peu objectif aussi, voilà, de vous inciter, si vous le souhaitez, que l'UD du Gers puisse vous accompagner dans la mise en place de ce dispositif dans vos départements. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Hop. Merci beaucoup, Monglé, pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en, on n'est pas nombreux, on a fini la présentation, donc on est largement en dessous des 1 heure de webinaire, donc voilà, n'hésitez pas. Je suis en train de regarder, hop, s'il n'y a pas des questions dans les commentaires également. Oui, Bérangère. Oui, merci. Moi, j'avais du coup 2 questions. Le rôle de l'UD, enfin, voilà, autre que l'UD du Gers, du coup.
Et le nombre de stagiaires minimum? Alors, tu veux dire le rôle de l'UD dans quoi? Dans la mise en place du passeport formation? Ouais, le rôle de l'UD, mais en tant que moi, UD35, par exemple. Eh ben, le rôle déjà, c'est la première chose, c'est de communiquer en fait la présentation à l'ensemble des SAD publics que vous avez dans votre département. J'imagine que vous avez des Oui. CCAS et des SAS qui sont gestionnaires de SAD. Mhm. Et déjà de recenser aussi leurs besoins en termes de formation. J'imagine qu'ils sont aussi confrontés à la même situation qu'on vit ici dans le Gers, hein. La problématique qui est le recrutement, les problématiques qui est liée à la Bah oui. fidélisation des agents. Je pense Complètement. voilà, donc en fait, déjà, la première chose, c'est de pouvoir communiquer et de recenser les besoins que tu voilà, au niveau Ouais, de mais ton département. après c'était parce que ça, généralement, c'est toujours la première étape, c'est commun à toutes les actions. Mais après, Oui. en fait, dans la déclinaison de l'action, une fois qu'elle va être mise en œuvre, Alors ouais, alors c'est la suivante. Alors ça, c'est aussi l'accompagnement que j'apporte moi aux UD qui sont intéressés par le dispositif. La première chose, c'est d'ouvrir déjà une discussion avec le CNFPT pour savoir est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il est capable aussi de vous accompagner dans l'ingénierie de la formation pour pouvoir mettre en place ce dispositif en commun. La deuxième des choses, c'est de pouvoir aussi cibler les formateurs et proposer, parce qu'en fait, là, j'ai fait une description rapide du contenu pédagogique, mais j'ai le contenu détaillé des formations, des journées de formation. Et aussi de voir sur votre territoire, en collaboration avec le CNFPT, le profil des formateurs qui puissent vous accompagner pour mettre en place ces formations. Généralement, là, exceptionnellement, cette année, parce que la convention CNSA, parce qu'en fait, c'est un dispositif que je mets en place depuis 2016. Donc, il s'est arrêté en hmm. 2022 par manque de financement. Et généralement, c'est quelque chose que je prépare généralement avec le CNFPT 6 mois avant pour pouvoir, parce que après derrière, c'est aussi une question d'organisation dans les services, de planification des agendas et des interventions des uns et des autres. Et en fait, le rôle de l'UD, c'est celui-là, c'est d'accompagner les services, c'est de veiller au bon déploiement de ce dispositif, c'est de remonter les éléments qualitatifs et quantitatifs de ce déploiement et après vérifier l'impact de ce parcours sur le fonctionnement des services. Et là, j'entends par exemple tout ce qui est fidélisation, starisation ou contractualisation, voilà, à long terme. Ok. Quand tu parles du CNFPT, du coup, c'est le CNFPT, le mien. Par exemple, nous, Oui, si on y va, c'est mon CNFPT Bretagne avec c'est des qui. délégations Et toi, départementales. tu seras un appui pour moi en tant qu'UD 35. Exactement, Ok, exactement, d'accord. exactement. Ok. Le CNFPT, oui, en fait, c'est depuis la réforme alors maintenant, il y a une réforme qui est passée en 2016, je pense, et qui fait que malheureusement, les CNFPT, ils n'ont plus les moyens. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir leur catalogue. Il n'y a pas beaucoup de formations à destination des aides à domicile. Et depuis la régionalisation du dispositif, ça veut dire aujourd'hui, moi, je me retrouve confronté, même sur des programmes de formation classiques, où moi qui est en région Occitanie, je suis sur Auch, dans le Gers, et il y a des journées qui peuvent être intéressantes éventuellement, mais il faut faire 400 km, aller à Montpellier Voilà. ou aller à Perpignan pour pouvoir le faire. L'avantage de faire des formations mutualisées, groupées en collaboration avec le CNFPT, déjà, ça lui permet aussi d'optimiser son offre dans son catalogue formation au service à domicile, parce que notre dispositif, qui est composé de 12 jours de formation, est très riche, hein. Ça contient la base, l'essentiel qu'un aide à domicile doit avoir. Et aussi, il a une expertise. Par exemple, quand j'ai parlé tout à l'heure de tout ce qui est gestion, rien que la gestion des inscriptions sur leur plateforme et tout ce qui est convocation, eux, ils ont cette habitude, ils ont déjà ce savoir-faire Hmm. et qui peuvent éventuellement apporter à l'UD, à ton UD. Hmm. Après, moi, je travaille déjà un peu avec le CNFPT et même en proposant des groupes quasiment tout faits, c'est compliqué d'avoir certaines formations qui sont du coup déployées sur d'autres territoires et les avoir chez nous en Bretagne, ça reste compliqué. Donc, faut voir avec bah, ouais, le CNFPT Bretagne. Par contre, au niveau des 2 sessions dont tu parlais, Mmh. avril, septembre, octobre, Avril, octobre et novembre, voilà. mars 2026, oui. Ok, du coup, c'est deux.
Les UD qui vont s'engager, il y en a 2 par exemple qui vont s'engager en avril, d'avril Non, à non, non, c'est pas comme ça. non, D'accord. non. Là, en fait, j'ai donné l'exemple de ce que je fais moi dans le département du Gers, l'exemple concret. Mais Ouais. aujourd'hui, il faut déjà qu'on fasse un travail. On peut pas avril, c'est demain, donc on ne peut pas démarrer un programme de formation d'une telle ampleur avec 1 mois ou 2 mois de préparation. Donc il On y a est plusieurs d'accord. étapes. Ce que je disais tout à l'heure, déjà avoir déjà des remontées. Est-ce que c'est un besoin qui va remonter en faisant un sondage auprès de TCCS, CCAS qui sont gestionnaires de SAD. La relation que tu peux avoir avec les discussions que tu peux ouvrir avec le CNFPT, se projeter concrètement. Moi, je pense que dans le cadre d'une expérimentation, ça veut dire dans le cadre de cet accompagnement, si les UD qui sont intéressés puissent partir déjà sur une seule promotion, parce que derrière aussi, il y a une question d'organisation, de planning. Moi, les formateurs aussi sont très sollicités. Aujourd'hui, si tu appelles un formateur pour des formations d'ici la fin de l'année, je pense que tu vas avoir du mal à avoir les disponibilités. Donc il faut déjà faire un travail d'ingénierie pour mettre en place le dispositif et Mmh. après, il y a la question aussi financière qu'il faut pas négliger, voir aussi les ressources pour pouvoir financer un dispositif. À titre d'information, une journée de formation, ça coûte à peu près entre 1 000 et 1 200 € par jour. Ah mais là, si c'est porté par le CNFPT, les CCAS Non, cotisent? non, 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 c'est pas des alors, il faut voir avec ton CNFPT s'il le fait. Mais nous, dans le Gers, le CNFPT ne participe pas financièrement, mis à part le fait que sa participation consiste à nous aider en termes d'ingénierie et puis rembourser, parce que c'est obligatoire, les frais kilométriques des agents. Tous les financements, il est apporté par nous, par l'UD. Tu finances du coup, des formations CNFPT? Tu Oui, payes le formateur? ah bien sûr, parce qu'en fait, si tu veux, c'est moi qui conventionne avec le Ah oui, formateur. OK. OK. Mmh. C'est moi qui conventionne avec le formateur. De toute façon, Mmh. aujourd'hui, la réalité fait que comme je disais tout à l'heure, les CNFPT, ils ont plus de moyens financiers. Déjà, ils ont vachement réduit leur catalogue et puis Déjà si non mais s'ils proposaient des formations en adéquation avec les besoins, ça irait déjà peut-être mieux, heu, oui, 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 pour remplir les non mais et ils ont du c'est mal vrai. sur certaines thématiques, ils ont du mal. La réalité du SAD, alors je ne sais pas si tu es en contact régulièrement avec des responsables de SAD sur ton territoire. Là, aujourd'hui, on est en tout cas, nous, dans le Gers, on est en pleine difficulté et il y a peu de responsables de services qui acceptent aussi d'inscrire leurs agents à des formations, les formations catalogues du CNFPT parce qu'il y a personne derrière pour aller voilà, faire l'activité à domicile. Bah oui. Nous, voilà, donc nous, on a choisi ce dispositif. Déjà, il est incitatif et aussi dire apporter une réponse qui est concrète, à juste un chiffre, de 2016 à 2022, sur un total de 84 agents qui ont participé au dispositif. Au jour d'aujourd'hui, on a fait le point au mois de février et on a 68 qui sont restés en poste. D'accord. Donc voilà, donc en termes Tu d'éléments as les bilans, du coup, les évals et tout, quantitatifs et qualitatifs, que tu pourrais nous partager, pour peut-être, expliquer aux collègues, plus concrètement, les impacts, oui, bien sûr. si c'est possible? Oui, oui, bien sûr, je note ça. Merci. Du coup, Ouais, bon, je me tais maintenant. non, Désolée. c'était quoi ta 2e question? Là, tu avais 2 questions. C'était quoi ta 2e question? Tu m'as parlé de rôle de l'UD, tu m'as parlé Excusez-moi, Ouais. oui, je me permets de vous couper parce que j'avais justement une question sur le financement. oui, Effectivement, au départ, j'ai cru comprendre dans le PowerPoint que c'est pas le CNFPT qui finance, mais oui, c'est l'UD. oui, Donc effectivement, c'est étonnant parce qu'on cotise. oui, Comment vous faites appel à des subventions du coup pour exactement. On fait vous appel à faites des subventions. appel Alors soit c'est des appels approuvés auxquels comme on a fait, et comme on fait et c'est le CNSA qui cofinance. De 2016 à 2022, j'étais sur un cofinancement 60 CNSA et 40 conseil départemental du Gers. D'accord. Et du coup, là, le financement est pris en charge dans le cadre de la convention ou pas du tout? Il faut qu'on se débrouille à trouver du financement? C'est vous qui Ah voudrez sur ah! la finance, moi. Pardon, Bien mais sûr. quand j'entends 60 CNSA, 40 CD, moi mon CD, Ouais. voilà,
Après, peut-être région, éventuellement. Mais Après, après, ok, donc il faut qu'on concrètement, trouve des financements, en fait, là. C'est ça. moi, je te dis sur une promotion, on va dire de 15 personnes, tout coût confondu, on est aux alentours de 24 000 à 25 000 € à peu près. Ouais, d'accord. Il faut quand même trouver la somme, quoi. Dans un Oui. contexte budgétaire extrêmement tendu, quand même. Bon, je sais pas comment Oui. c'est chez vous, mais Ah oui, oui, bon, c'est c'est un peu tendu pareil partout. partout. C'est tendu partout, mais après, enfin, il y a une dimension très importante parce qu'on parle et c'est pour ça, c'est là où il intéresse ce dispositif parce on parle pas de formation classique. Au jour d'aujourd'hui, si les finances et surtout les difficultés financières que rencontre le SAD, c'est parce que, en tout cas nous concernant aussi dans le Gers, on est sur un taux de satisfaction de plan d'aide aux alentours de 75. Parce que bon, il y a des phénomènes d'absentéisme, il y a des phénomènes, d'arrêt maladie, il y a voilà, on a du mal à recruter et en fait, l'idée, c'est d'apporter aussi une réponse structurelle qui pourra ramener aussi des recettes à travers cette formation. Donc on forme pas pour former parce que le CNFPT est capable de faire ça. C'est pour ça que je dis que le programme, c'est un programme qui est spécifique et le public qui est visé, c'est un public qui est spécifique aussi. Et du coup, par rapport aux formateurs, là, si nous, on fait dans le 35, par exemple, le CNFPT se charge de trouver les formateurs. Le Mais il faudra CNFPT quand même que nous, on paye, enfin, qu'on trouve des... Ok. Ouais, le CNFPT, en fait, il a un catalogue formateur. Donc moi, je Oui, oui. vérifie parce que je demande toujours, il me met en contact avec le formateur, je demande son CV, je vois un peu ce qu'il a fait, comment il travaille avec le CNFPT. Je demande aussi le contenu pédagogique et détaillé de la formation. Je lui demande 1 ou 2 bilans des formations qu'il a déjà réalisées par ailleurs pour que tu puisses voir un peu ce qu'il fait, formateur. Mais nous, depuis le temps qu'on le fait dans notre département, j'ai déjà une équipe de formateurs Hmm. qui travaille avec nous. Ok. Parce que derrière, il y a tout un travail de conventionnement aussi avec le Hmm. formateur, avec un cahier de charge, avec un livrable de son côté aussi. Ok. Pardon, je crois qu'il y avait une autre question. Oui. Hop. Est-ce que c'était une main levée pour une question ou c'est une erreur? C'est possible. Si c'était moi, je suis intervenue tout à l'heure. Ok, pardon, d'accord. Alors, juste dans les commentaires, Frédéric il nous demande, je crois, si on peut communiquer le PowerPoint. Et oui, évidemment, sans problème, je me chargerai de vous communiquer le PowerPoint rapidement, même dans la journée, sans aucun souci. Et de toute façon, pardon, juste je termine. Pour tout ce qui est convention CNSA, les supports de présentation, PowerPoint, etc., je crois qu'il n'y a pas que des UD qui se sont connectés à la visio. En tout cas, sur le site internet de l'UNCAS, vous avez un nouvel espace UD et à l'intérieur duquel moi je mets l'ensemble des supports de présentation, cahier des charges des différentes actions, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi sur votre espace UD les documents qui sont mis à votre disposition. Sinon, je vous communiquerai évidemment mon adresse mail à la fin, donc n'hésitez pas non plus à me contacter si jamais vous avez des besoins spécifiques. Alors, moi, j'avais une question par rapport à l'organisation, parce qu'en fait, moi, j'ai eu la formation de ce webinaire par rapport par le biais de la présidence de l'UDCCAS 62. Donc, mais on ne sait pas leur application dans la démarche. Est-ce qu'ils sont pour mettre en place également ce dispositif ou est-ce qu'ils ils se sont engagés d'ores et déjà dans une démarche? Parce que bon, moi, je suis un CCAS dans une ville d'Hilaire. On a déjà des formations groupées qu'on a réussi à obtenir groupées pour éviter justement cette régionalisation. Donc, on est plus sur un travail en territoire. Donc, j'organise des formations groupées en lien avec le CNFPT sur des thématiques différentes avec des CCAS différents. Et du coup,
coup, et après, nous, on forme sur le terrain les personnels qui arrivent, qui n'ont pas forcément de formation demeurant aide à domicile, mais qui arrivent, se forment sur le terrain par les pairs et qui après intègrent des formations plus spécifiques, troubles neurodégénératifs, fin de vie, voilà, tout ce qui alimente en fait leurs compétences. Alors du coup, j'ai du mal à saisir un petit peu l'impact moi sur mon organisation à moi que ça peut avoir en tant que responsable de service. Alors moi, la question que vous posiez, c'est par rapport à la démarche de votre UD dans votre département? Du département et voir moi à quoi me servirait ce dispositif parce que j'ai des équipes qui sont stabilisées au niveau recrutement. Là, je suis recrutement au bout d'un an, ça fait un an que je suis sur le poste, mais en fait, j'ai des recrutements sur des périodes estivales essentiellement. Les équipes sont stabilisées et du coup, j'ai du mal à percevoir moi en ce qui me concerne le bénéfice en fait que je vais en tirer en fait. Mais d'accord, mais tout simplement, si vous dites que vous n'avez pas de problème de recrutement, vous n'avez pas de problème de fidélisation, ce dispositif ne vous concerne pas, tout simplement. D'accord, d'accord, d'accord. En fait, ce n'est pas un dispositif qui est universel, c'est un dispositif qui est, comme je l'ai précisé en préambule, apporte une réponse à cette problématique de recrutement et de fidélisation. Alors nous, dans le département du Gers, on est en plein dedans et c'est de pire en pire dans le sens où, déjà, il y a une baisse d'activité qui est spectaculaire de l'aide à domicile. Alors, je ne sais pas chez vous comment ça se passe, mais juste un chiffre, entre 2014 et 2025, on a perdu pratiquement 300 000 heures au niveau du département. Toute activité confondue, que ce soit de l'APA, la PCH, l'aide ménagère ou d'autres heures mutuelles. Et entre-temps, on a perdu l'équivalent de 100 agents. Donc, à partir de là, il fallait absolument apporter, et heureusement qu'on a dès 2016 mis en place ce dispositif-là, avec les chiffres que je donne tout à l'heure. Mais là, sachant qu'on est dans un département, on a un taux de chômage qui est très bas, on est aux alentours de 4,5 à peu près. Mais la spécificité aussi du Gers, c'est un département qui est très rural et qui est très morcelé. Donc, effectivement, si vous, au niveau de... vous pouvez me rappeler, vous êtes de quel... Alors, le 62. Après, je dis pas, le département, effectivement, et aussi, bon, mais aussi freine, hein, effectivement, les subventions sont de plus en plus serrées, et ça, ils l'ont encore redit, hein, ça devient de plus en plus compliqué. Après, nous, on est restreint moi, je parle de la commune de l'Hiver au Gexage, on est restreint sur un territoire, on est SAD mixte, et du coup, en fait, par la force des choses, on pourvoit au niveau recrutement, etc. Bon, ça s'équilibre, en fait. Et le personnel qui arrive, qui n'est pas formé, bon, c'est notre rôle de cibler le profil de personnes qu'il nous faut lors des recrutements, et c'est surtout voir l'appétence, la motivation. Après, on arrive à former sur le terrain relativement facilement. Après, la différence aussi avec nous, c'est que nous, en fait, on a ce réseau public d'aide à domicile qui regroupe 13 CCAS. Ça veut dire ce parcours que je le propose pour mon réseau avec des agents de plusieurs CCAS. Sachant que notre objectif aussi, c'est d'avoir une formation commune. On cible aussi cette idée d'harmonisation de notre méthode de travailler au niveau du réseau. Voilà. Donc, effectivement, si vous raisonnez uniquement au niveau de votre CCAS, je ne sais pas combien il y a de CCAS porteurs d'aide à domicile dans votre département, mais ma vision à moi et ce dispositif, tant que je l'ai imaginé, tant que je le mets en place, c'est pour l'ensemble du département du Gers. Oui, voilà, c'est ça. En fait, je pense que les présidents alors, nous ont transmis l'information de ce webinaire, mais je pense que c'était plus du rôle du président, effectivement, de voir un petit peu l'opportunité au sein de et de former un réseau sur ce principe-là. Il faut avoir une vision départementale. C'est pour ça que c'est les UD, enfin, mon travail d'accompagnement, c'est pas vis-à-vis des CCAS, mais vis-à-vis des UD qui peuvent mettre en place, transposer ce modèle dans leur département. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur la base. Pour moi, c'est une remontée de besoins, parce qu'effectivement, s'il y a des départements où tout va bien, qu'il n'y a pas de souci de recrutement, que tout le monde est bien formé, qu'il n'y a pas de problème de fidélisation, effectivement, ce dispositif ne serait pas adressé à eux, quoi.
s'adresse pas. Alors après, je ne dis pas que ça ne sera pas, mais nous, on essaie de former un réseau, effectivement, hein, parce qu'on est majoritairement déficitaire, hein, et donc pour essayer de survivre, hein, pour que les services d'aide à domicile survivent. Il y a un réseau qui en passe peut-être de se définir, et on a répondu à des appels à projets sur le management et sur la qualité, parce qu'on sait que c'est aussi des éléments à prendre en considération, notamment la qualité. Hein, donc, au vu des évaluations externes qui se profilent avec les exigences également, hein, donc, auxquelles on doit faire face. D'accord, je me permets une petite parenthèse sur votre département, parce que là, tout à l'heure, vous avez parlé de la réforme. Comment ça se passe? Du coup, vous avez réussi l'ARS et le conseil départemental ont trouvé un accord sur déjà la cartographie pour décliner la réforme, le travail qui est fait entre SAD et SIAD ont vu de créer des SIAD mixtes a bien avancé ou... Là, je fais de leur sujet, ça n'a rien à voir avec moi. Ah non, mais je pense que, alors nous, on avait cette facilité-là, c'est d'avoir déjà un SIAD. Donc en fait, voilà. Donc on a l'autorisation pour le SAD et on est SAD. Donc on est passé SAD mix. On nous a demandé de nous cantonner au territoire de l'Illers, ça a été relativement facile. Mais pour avoir posé la question dernièrement par rapport à la dotation, hein, donc j'ai effectivement eu un webinaire récemment avec le département. Je pense que beaucoup de services ne se sont pas positionnés. Parce qu'effectivement, il y a des SIAD qui ont arrêté, parce qu'effectivement, sur Arras, par exemple, hein, donc ils n'ont plus de SIAD parce qu'ils étaient seuls, ils se sont pas adjoints à un SAD, donc effectivement, et après, majoritairement, c'est les gros pourvoyeurs qui reprennent, hein. C'est Santélis, c'est Filieris, c'est voilà, tous les gros. Et c'est dommage parce que du coup, ça empiète. Nous, on est service public, on est sur notre territoire de l'Illers. On nous demande de nous restreindre à notre territoire et pas aller dans les communes environnantes. Par contre, on nous dit pas, enfin, on n'a pas demandé aux autres prestataires privés essentiellement de ne pas aller sur le territoire de l'Illers. Voilà, c'est un peu, mais je pense que c'est la même chose pour vous. Alors nous, c'est différent, dans le sens où on n'a pas d'opérateur privé dans le département du Gers, parce que c'est un département qui n'attire pas beaucoup le privé, vu sa géographie. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un département qui est très rural. On a beaucoup d'opérateurs publics, on a pratiquement 24 SAD publics. D'accord. On en a 12 associatifs. Mais aujourd'hui, un lucratif ne s'intéresse pas à de l'activité APA-PCH qui est... Alors, je ne connais pas le tarif chez vous, mais nous, par exemple, c'est 24,58 €. Ça ne les intéresse pas en termes de... Parce qu'eux, ils sont là pour ça, là, pour faire du bénéfice. Et 24,50 €, aujourd'hui, tous mes services sont déficitaires et je suis sur un coût moyen de revient aux alentours de 30 €. Voilà, donc ça, c'est une réalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai 3 CAS qui sont gestionnaires des deux, et la décision qui a été prise au niveau de notre département, c'est que le territoire du nouveau SAD, il doit être calqué sur le territoire de l'EPCI. Donc c'est la décision qui a été prise chez nous. Et après, pour les petits services, peut-être conventionnels. On a aussi beaucoup de SIAD qui sont portés par les hôpitaux, par les CH chez nous. Donc voilà, donc on n'est pas confronté à la menace du privé, sachant que même, sans parler du privé, les associations, les fédérations associatives comme la DMR ou la DEPAM, eux, ils ont une autorisation départementale. Ils n'ont pas une autorisation liée à un espace géographique concis comme nous. Mais on est en pleine difficulté par rapport à cette réforme-là, parce que j'ai beaucoup moins de SAD qui ne veulent pas entendre parler de cette histoire de SAD mix, qui veulent rester uniquement SAD accompagnement. Et aussi le fait de faire travailler l'associatif. Bon, il y a la convention qui permet déjà un premier pas, mais c'est une convention qui est assez lourde, dans le sens où ce n'est pas un simple papier qu'on va signer, il faut faire un travail de fond sur un projet de service en commun avec le SIAD, avec lequel on veut se mettre. Donc là, voilà, je posais la question parce que nous, on est en pleine réflexion. Comme je disais, mis à part 3 ou 4 territoires où ils sont déjà gestionnaires de SAD et de SIAD, dont la question ne se pose pas. Alors, je ne sais pas comment ça se passe par ailleurs. Ce serait intéressant de voir aussi comment ça se passe par ailleurs au niveau en Bretagne, comment ça se passe, comment vous êtes, dans quel positionnement vous êtes par rapport à tout ça, par rapport à la réforme. Alors nous, c'est un peu le bazar. Nous, on est à 26
SAD publics en Ille-et-Vilaine. Donc avec des diversités assez importantes, hein. Donc il y en a qui ont un SAD-SIAD avec le même territoire, donc ça ne pose a priori pas trop de problèmes. D'autres qui ont un SAD-SIAD mais avec des territoires différents, donc là on a des grosses problématiques sur la cohérence et le découpage territorial. Et nous, CD et ARS, c'est un peu le défaut d'information quand même, hein. Ils sont pas. Voilà, là, en fait, ils nous font patienter, enfin, ils font patienter les services qui demandent quand même pas mal d'informations en disant que pour l'instant, ils font le tour des popotes de façon individuelle et puis il y aura des positionnements par la suite. Mais ils n'ont pas l'air très OK pour, je pense, un CCS qui a un SAD et un SIAD, et du coup, les territoires ne correspondent pas. Ils n'ont pas l'air très enclins à vouloir élargir le territoire du SAD pour qu'il corresponde à celui du SIAD. Donc, bon, nous, on n'aura pas énormément de SAD mixtes, a priori, ou en tout cas à ce jour. Beaucoup vont rester en SAD aide, aide et accompagnement. Et après, nous, enfin, je pense, je sais pas sur les autres territoires comment c'est, mais nous, on en perd tous les ans hein, quand même, hein. Là, on en a perdu un cette année, un gros, le CCS de Saint-Malo qui a transféré son SAD à l'associatif. Et du coup, tous les ans, moi, quand je suis arrivée il y a presque 8 ans, bon, ça commence à faire maintenant, mais au niveau de l'UD, on était à 32, je crois. Plus de 30, 31 ou 32 SAD publics. Et aujourd'hui, on est à 26, quoi. D'accord. Et Alors, juste, nous, on était en train permet- de dire justement que ce qui nous aiderait, c'est d'avoir un financement unique, hein, donc sur les SADMIX, ARS et départements. Voilà, mais je pense que tant que la situation elle est comme ça, un petit peu bancale, par défaut de réponse aussi de certains SAD, voilà, et du coup, effectivement, je pense que la question ne se pose pas pour l'instant. Parce qu'effectivement, nous, alors, sur un an, on a réussi à se remettre, on se projette peut-être sur un équilibre en 2026, mais effectivement, bon, les SIAD n'ont pas cette problématique-là. Donc, en fait, les financements sont différents alors qu'on travaille conjointement. On serait plus effectivement intéressé par un financement unique. Ah bah complètement, et puis ou une fongibilité des budgets, mais apparemment ça, ce ne serait pas à l'ordre du jour, d'après les derniers éléments. Non, apparemment non. Et je pense que ça n'arrivera jamais, de toute façon. Oh, ne casse pas la baraque. Non, ça n'arrivera jamais, parce que de toute façon, les deux organismes de tutelle, l'ARS et les conseils départementaux, ils veulent garder la main. On parle aussi, alors on parle de dotation d'intégration. Alors peut-être c'est quelque chose qui va aider, qui va vous aider vous spécifiquement parce que vous êtes gestionnaire des deux. On parle d'optimisation aussi et de tout ce qui est tout ce qui est service support en termes de planification, d'organisation des tournées, tout ce qui est facturation. Ce sont des pistes de réflexion. Aujourd'hui, on est plus incité à faire des économies en optimisant notre gestion interne que aller chercher des financements publics, car ils n'arriveront jamais malheureusement. C'est ça. Je me permets juste d'intervenir 2 minutes parce qu'on a un petit commentaire de Frédéric Perger dans la Nièvre qui a des soucis de micro, donc je fais le porte-voix. Donc pour nous, dans la Nièvre, notre SIAD, fonction publique territoriale, n'a pas trouvé à se marier avec les SAD du territoire, entre parenthèses ADMR et Vive 3 Bourgogne. De notre côté, il n'était pas envisageable de perdre notre identité en étant absorbé par une autre structure qui porterait l'autorisation. Du coup, nous travaillons avec le département à la création d'un SAD, mais difficulté d'équilibre budgétaire. Ah d'accord. Voilà. Ah bah, c'est bien. Alors que nous, notre département, la position du département du Gers, c'est de ne plus accorder d'autorisation pour tout nouveau service à domicile. Ils estiment qu'il y a suffisamment d'opérateurs sur le territoire. Bon. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions ou remarques, j'aimerais terminer et conclure rapidement avec quelques petites infos concernant la convention CNSA. Vous voyez bien mon écran ?
Oui. C'est Oui. bon, j'ai repartagé, super. Alors, juste 2 infos que je voulais vous partager. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc tout ce qui est cahier des charges, le PowerPoint, je vous l'enverrai par mail. Mais si jamais vous pouvez le retrouver dans votre espace UD, alors là, pour le coup, désolée, je m'adresse aux UD qui se sont connectés aujourd'hui, mais n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux, voilà, si besoin. Donc voilà, dans votre espace UD sur le site internet de l'UNICAS. Et autre chose, et là aussi, je m'adresse là uniquement aux UD, j'en suis désolée. Il y a une enquête que normalement vos présidents, présidentes, mais j'ai aussi transféré aux chargés de mission, ont reçu. Là, une enquête qui est menée toujours dans le cadre de la convention CNSA, mais pour une autre action, celle du regroupement et de la mutualisation. C'est une enquête qui est destinée à l'ensemble des UD du réseau. Même si vous ne participez pas aux accompagnements, n'hésitez pas à y répondre, puisqu'en fait, avec vos réponses, en fait, des UD, ils vont s'en servir pour pouvoir faire un kit pratique. Voilà, de déploiement. Donc, plus il y aura de retours et plus ce kit sera, on va dire, adapté aux retours et aux besoins. C'est une enquête qui va se clôturer le 11 avril. Bon, on est le 21. Ça dure 10 minutes max. Alors, j'y ai pas répondu, mais a priori, voilà, ce serait pas trop long. Donc, n'hésitez pas à y répondre et je ferai des relances de toute façon dans les prochains jours. Là, c'était la partie questions, mais j'imagine qu'on a déjà répondu à pas mal de questions. Mais bon, n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres questions. Et juste pour terminer, ici, je vous ai mis mes contacts. J'aurais pu mettre aussi ceux de Moulet, je m'en excuse. Si jamais vous avez la moindre question concernant le passeport formation et même tout ce qui concerne la convention UNICAS et ANESA de façon générale, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Voilà, c'est donc Claire Belloc, c'est belloc@unicas.org pour mon adresse mail. Et de toute façon, évidemment, je transférerai aux personnes concernées si je peux pas y répondre. Donc, n'hésitez pas. Si ça vous va, j'arrête le partage d'écran et je vais arrêter l'enregistrement. Hop. Nanana, arrêter l'enregistrement et la transcription. Arrêter.